On va commencer. Ça va donner un petit peu le temps aux gens de rentrer aussi dans la salle. Alors, mon nom est Louise Tremblay, je suis directrice adjointe du réseau du RQRAD. Je vais agir aujourd'hui comme animatrice du webinaire. Je vais vous donner quelques petites consignes avant de commencer. Parce que, comme vous le savez, on a des gens virtuels, quelques personnes en présentiel. Merci beaucoup d'être là. On leur a fait un beau café là, pour les prochaines fois, s'il y en a qui veulent venir nous voir en présentiel. On va vous demander, évidemment, pour les gens virtuels, d'éteindre vos micros pour la présentation et de réserver vos questions pour la fin. Parce que ça va être plus facile, là, justement, avec les deux modes, là, de vraiment poser des questions à la toute fin. Puis, c'est moi qui va vous désigner quand vous voudrez poser une question, levez la main. On vous désignera, on va vous inviter à poser votre question. Pareil pour les gens dans la salle. Ensuite, pour ceux qui sont en virtuel, bien évidemment, lorsque ce sera le temps des questions, quand on vous désignera, vous pourrez allumer vos micros pour poser votre question. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir en si grand nombre parce qu'on avait quasiment 60 personnes d'inscrites, puis que ce soit en virtuel ou en présentiel, pour la tenue du webinaire portant sur un sujet de l'heure et qui nous touche particulièrement au RQRAD, la gouvernance et l'éthique des données numériques, enjeux, perceptions et initiatives organisationnelles. Pour nous entretenir de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Annie Royer. Alors, Annie est professeure titulaire à l'Université Laval au département d'économie agroalimentaire. Agroéconomiste de formation, son programme de recherche se focalise sur la mise en marché collectif des produits agricoles, la coordination verticale dans les filières et l'analyse institutionnelle. Elle est la titulaire de la chaire en analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective, ainsi que chercheur principal, section développement durable au Cyrano. Elle est également membre du réseau. Depuis quelques années, Annie s'intéresse aux questions de gouvernance des données et des enjeux qui découlent de cette révolution pour les producteurs agricoles. Elle est l'auteure principale de 2 rapports de recherche sur le numérique agricole au Québec, parus en 2020. Alors, Annie, à toi la parole. Merci beaucoup, Louise, pour cette présentation-là. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de gouvernance de données, d'éthique de données et aussi de solutions à ces enjeux qui découlent de l'utilisation des données agricoles. Donc, le contenu de ma présentation, en gros, on va parler des enjeux comme tels. Qu'est-ce qu'on entend par enjeux de gouvernance de données et d'éthique? Je vais aussi vous présenter quelques résultats sur la perception qu'ont les producteurs de certains de ces enjeux-là, qui sortent d'un rapport de recherche que j'ai fait avec le Cyrano qui date de 2020. Et chose qui va peut-être aussi vous intéresser, je vais vous présenter certaines initiatives institutionnelles ou organisationnelles qui ont été faites ailleurs dans le monde pour le partage des données, pour une meilleure éthique du partage des données. Donc, je pensais peut-être, comme en guise d'introduction, vous parler un tout petit peu de l'évolution de l'utilisation des données dans le secteur agricole. Dans les années 90-2000, on voit les premiers GPS, les premiers outils numériques apparaître sur les fermes. L'utilisation des données est surtout faite à la ferme comme telle. Donc, le partage hors ferme est assez restreint. Mais rapidement, et puis là, on s'entend, j'ai mis des catégories de décennies, là, mais ça peut se chevaucher. Là. À partir des années 2010-2020, on entre dans une ère de données massives, d'intelligence artificielle. Et là, les données sont partagées au-delà de la ferme. Ils sont partagés à un niveau d'un écosystème sectoriel. Ça reste quand même assez dans le secteur agricole, alimentaire. Là. Et dans le futur, on s'attend à ce que les données transcendent le sectoriel et qu'on ait vraiment un partage à un niveau plus écosystémique, écosystème intersectoriel. Parce qu'on se rend compte que certains enjeux auxquels on fait face, comme les changements climatiques, c'est intersectoriel. Donc, on va chercher une durabilité plutôt systémique. Là. Tout est dans tout et donc tout est interrelié. Et on va poursuivre avec les données massives, l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que de plus en plus, le partage des données devient essentiel et on partage de plus en plus de données parce qu'il y en a de plus en plus qui sont produites et les acteurs sont de plus en plus diversifiés. Là, ici, je vous montre, on va retourner sur le plancher des vaches, je vous montre une figure qu'on a fait dans le projet Cyrano qui date de 2020. On avait rencontré les acteurs du secteur laitier québécois. Plusieurs acteurs, là, je ne dis pas que c'est exhaustif, mais quand même plusieurs. Chaque couleur qu'on voit dans le cercle ici correspond à une organisation de la filière laitière québécoise et on leur a demandé quelles données ils partageaient, les quantités de données et qu'est-ce qu'ils recevaient comme données entre eux. On a fait un gros remue-ménage de tout ça.
Et après, avec un logiciel informatique, on a créé cette figure-là. Donc, on voit que chaque couleur, comme je vous le disais, c'est une organisation différente. On voit que, supposons que, pardon, ça fait tout le temps ça à chaque fois que je pointe, désolée. Si on voit, par exemple, au niveau du gris, ça, c'est les producteurs. Donc, on voit que les producteurs, et là, il y a des flèches. Les producteurs envoient beaucoup de données à pratiquement toutes les organisations du secteur laitier québécois et en reçoivent aussi beaucoup. On voit les pointes de flèches qui reviennent vers les producteurs. Valacta, qui est maintenant Lactanet, envoie aussi beaucoup de données aux acteurs et en reçoit beaucoup. Bref, on voit qu'il y a beaucoup de flux de données d'aller-retour entre les acteurs et ces données-là, d'une année à l'autre, s'est amplifié en quantité, en complexité. Une autre image qui montre, c'est les mêmes résultats, mais sous une autre forme. C'est juste pour vous montrer ici que là, on voit que dans le secteur agricole, tout passe par les producteurs. La donnée, elle provient en majorité là, des producteurs, donc ils sont au centre de ce partage-là. On a aussi, tout dépendant de la largeur des rectangles qu'on voit, c'est les volumes de données. Donc, c'est sûr que les producteurs partagent beaucoup de données avec les producteurs de lait du Québec, avec Lactanet, avec les clubs conseils, avec l'Association des vétérinaires, le gouvernement, etc. Donc, c'est juste pour vous illustrer à quel point les producteurs sont quand même au centre du partage de ces données-là et donc l'importance du producteur dans la gouvernance des données et dans l'éthique. Évidemment, pourquoi on partage des données? On en partage de plus en plus, parce qu'il y a des avantages à le faire. Ça permet l'élaboration d'algorithmes agronomiques prescriptifs pour lesquels vous êtes probablement très familier ou assez familier. Ça permet des meilleures recommandations, des diagnostics de performance. Et là, on parle d'agriculture durable, de développement durable. Donc, les impacts environnementaux sont quand même non négligeables à ce niveau-là. Et il y a une littérature qui appuie ces aspects-là. Éventuellement, il pourrait y avoir, avec un partage des données plus grand, un déploiement d'un potentiel de recherche qu'on n'a pas encore connu jusqu'à présent. Imaginons que les chercheurs aient encore plus accès aux données. On pourrait aller vers encore plus de potentiel de recherche. Des nouvelles utilisations du numérique qu'on n'a pas encore imaginées, qui pourraient arriver. Il faut aussi garder en tête que sans partage, il y a un risque de retour moindre à la société que le potentiel théorique. Et sans partage, il y a aussi un risque de dépendance des agriculteurs envers les fournisseurs de technologies. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, il y a beaucoup d'avantages au partage quand même des données et je dirais même que c'est une nécessité quand on est dans une économie plus numérisée. Donc, ce qui m'amène à vous parler un peu de gouvernance des données. Qu'est-ce qu'on entend par gouvernance de données? C'est des systèmes, c'est un cadre qui va structurer les flux, le stockage des données, qui va s'appuyer sur des processus, des règles, des normes, des principes qui vont garantir l'utilisation et le partage optimal des données. On parle de gouvernance de données à l'échelle d'une entreprise, d'une organisation, d'une chaîne de valeur. Ça peut être aussi au niveau d'un secteur entier, secteur agricole, mais aussi un secteur laitier, porcin, des grains ou un réseau. Donc, la gouvernance des données, une bonne gouvernance des données, on peut retrouver ça à plusieurs niveaux. C'est bien le partage des données, c'est plus que bien, c'est nécessaire, mais il y a aussi des risques qui sont liés au partage des données. Si ce partage-là n'est pas fait selon une certaine éthique des données, un respect de la propriété, de la confidentialité, de la sécurité, etc., il peut y avoir une perte de confiance des acteurs si la confidentialité, la sécurité des données n'est pas protégée. Il peut aussi y avoir des préoccupations des producteurs par rapport à la destination et l'utilisation finale de leurs données, donc des enjeux de transparence. Donc, c'est vraiment confiance, transparence, deux enjeux très importants qui pourraient préoccuper à un point assez important les producteurs qui pourraient hésiter en fait à vouloir partager certaines données. Et donc voilà. Et ça se retrouve aussi dans la littérature. Et ce qui m'amène donc à vous parler de l'éthique des données. Une bonne éthique des données, c'est quoi? C'est s'assurer que les données recueillies servent toujours un but précis. Donc, on utilise la donnée pour faire cela et on n'a pas nécessairement le droit de faire autre chose avec. Une bonne éthique, c'est aussi servir l'intérêt de la société et des personnes, protéger la vie privée, assurer la sécurité des données, assurer la transparence. Et il y en aurait d'autres, mais en gros, une bonne éthique des données doit aller dans ce sens-là. Et donc, j'en viens un peu à faire le point et à vous dire que le plein potentiel de l'utilisation des données numériques en agriculture va passer inévitablement par un partage
efficient au niveau de la gouvernance du partage et aussi éthique. Très important. Et donc, j'en viens maintenant à parler des enjeux comme tels. On va débuter avec la propriété des données parce que c'est quand même la base. D'un point de vue de la littérature économique, l'actif de base de l'agriculture numérique, c'est la donnée et cette propriété de la donnée, elle donne le droit à utiliser l'actif comme tel, elle donne droit de céder à un tiers et elle donne droit au rendement résiduel. Donc, elle donne droit à la source de valeur. Donc, on comprend que c'est un enjeu quand même important d'un point de vue économique. Celui à qui appartient la donnée va pouvoir en tirer une source de valeur. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est à qui appartiennent les données? Et là, il y a un flou législatif sur la propriété de la donnée agricole. Et donc, j'ai essayé d'éclaircir un peu ce flou-là pour savoir exactement où est-ce qu'on en était ailleurs dans le monde, mais aussi au Canada, au Québec. D'abord, il faut différencier les données brutes des données valorisées. Les données brutes, c'est les données de production qui sortent des capteurs, là, qui sortent des outils numériques qui sont utilisés à la ferme, par exemple. Du point de vue strictement de la propriété intellectuelle, la donnée brute de production appartient à personne. Elle n'est pas incluse dans les différentes lois que j'ai mises tout à votre droite. Les différents droits sur la propriété intellectuelle au Canada, on les voit, il y en a 6-7 là. La donnée brute ne fait pas partie de ces lois-là où elle est protégée et encadrée. Donc, en théorie, en tout cas au niveau de la propriété intellectuelle, la donnée brute n'appartient à personne. Donc, dans la littérature, ce qu'on dit, c'est que la donnée brute est une sorte d'information, un élément de la connaissance, et donc qu'elle est hors du champ de la propriété intellectuelle. J'espère que vous m'entendez bien en ligne, parce qu'on a des petits travaux juste à côté ici. Est-ce qu'on a un retour de la salle? Ils m'entendent bien quand même? Ça se calme de toute manière. Oh, c'est parfait, ça s'est calmé. Donc, on reconnaît généralement que le producteur, avec sa donnée brute, il peut faire ce qu'il veut. C'est une donnée de production qui lui appartient comme telle. En pratique, ce qu'on voit, et je ne dis pas que c'est généralisé, mais on le voit, la donnée brute peut être difficile à utiliser pour le producteur ou à l'extraire des outils numériques qui sont sur sa ferme. Peut-être même que son contrat interdit d'utiliser cette donnée-là. Donc ça constitue quand même un enjeu réel de dépendance des producteurs quand il est empêché d'avoir sa propre donnée. Et c'est un enjeu aussi au niveau de la concurrence dans le secteur agritech. Je vais y revenir un peu plus tard. La donnée valorisée, c'est celle qui a été agrégée, qui a été nettoyée, les bases de données ont été nettoyées et qui est utilisable pour en faire des outils prescriptifs, par exemple. Cette donnée-là, il y a un cadre pour cette donnée-là, en tout cas dans la plupart des pays. Elle n'appartient pas nécessairement à l'agriculteur. Il ne peut donc pas la transférer à un tiers en dehors de la relation avec l'entreprise qui a généré ces données valorisées-là. Et ça, d'un point de vue strictement économique, quand on regarde la littérature, c'est un peu normal parce que c'est l'incitation de base pour inciter l'investissement des entreprises dans l'agritech. Hein. Elles obtiennent des données, elles en font un outil qu'elles vont revendre. À quelque part, ça devient le produit. Dans plusieurs pays, la compilation de données, donc ce qu'on entend par base de données, est considérée comme une création intellectuelle et donc c'est protégé par le droit d'auteur, les lois sur les droits d'auteur, parce qu'on considère qu'il y a eu un investissement qui a été fait pour créer cette base de données-là. Je suis allée voir dans la loi sur les droits d'auteur au niveau canadien et en effet, on parle beaucoup de compilation d'œuvres artistiques, intellectuelles, mais à la toute fin, on parle aussi de compilation de données. Point. Donc, j'imagine qu'on entre là-dedans la donnée de production comme telle, mais une fois qu'elle est compilée. Donc, à ce moment-là, le droit d'exploiter, de commercialiser les données valorisées revient à l'entité qui crée la base de données à l'origine de la donnée valorisée. Et je dirais même que les spécifications sur la propriété des données valorisées vont se retrouver souvent dans les contrats, mais pas toujours non plus. Donc, c'est vraiment, et puis je vais en parler un petit peu plus loin, là, c'est le droit du contrat qui va s'appliquer dans la propriété de la donnée beaucoup. À part ce que je vous dis là, la compilation de données, là, il y a vraiment une loi sur les droits d'auteur qui vont encadrer, mais sinon, pour le reste, c'est le droit du contrat. Justement, j'en viens à ça. Un peu partout dans le monde et au Canada, pour le moment, il y a seulement les données personnelles qui sont encadrées par des lois, par des règlements. Nous, en tant que consommateurs, par exemple, on est protégés. Nos données personnelles sont protégées, sont encadrées. Il y a des lois qui existent pour s'assurer que les agrégateurs de ces données-là vont le faire avec
qui vont vous protéger votre confidentialité, la sécurité. Ils ont des comptes à rendre, en fait. Au Canada, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels qui est en cours de mise à jour pour prendre justement en compte là, toutes les nouvelles données puis les nouveaux outils numériques. Dans le projet de loi C11, qui n'est pas encore tout à fait terminé de ce que j'ai pu comprendre, là, il n'est pas encore actif. Il n'y a aucun cadre juridique ou réglementaire qui vise spécifiquement les données commerciales, donc de production agricole comme telles, les données brutes. La loi, en fait, ce qui va exister, c'est ce qui est écrit dans les contrats. Les contrats que signent les producteurs avec les fournisseurs de technologie. C'est le droit des contrats qui va s'appliquer à ce niveau-là. Donc, les contrats deviennent un outil très important. C'est les contrats qui vont façonner comment va se faire le partage, comment va être conservée la confidentialité, comment on va s'assurer de la sécurité des données. Il y a certaines problématiques qui découlent de cette façon de faire-là, vu qu'il y a une absence de cadre plus large. Souvent, le producteur va signer plusieurs contrats différents avec différents fournisseurs de technologie qui ont des termes différents pour l'accès et l'utilisation des données. Donc, c'est assez confusant, confusing, j'ai le mot en anglais, là, mais ça peut être un peu mêlant pour le producteur. Les contrats aussi, de ce que j'ai pu voir dans la littérature, sont parfois liés à d'autres contrats, d'autres politiques. Et donc, peut-être que dans le contrat de base, la confidentialité, elle est correcte, mais que dans le fond, ce contrat-là est lié à un autre contrat parce que le fournisseur, lui, a des contrats avec d'autres. Et là, ben, c'est difficile de voir jusqu'où on s'en va avec ça. L'autre problématique, c'est souvent que les contrats de technologie sont à prendre ou à laisser. On connaît bien ça en agriculture, la plupart des contrats sont à prendre ou à laisser. Mais en fait, si on ne signe pas, puis même nous, en tant que consommateurs, si on n'accepte pas certaines politiques, par exemple, lorsque vous téléchargez des applications, bien, vous n'avez tout simplement pas l'application. Donc, si vous ne signez pas le contrat, vous n'avez pas accès à la technologie. Donc, les producteurs, bien, ils signent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Et l'autre problématique, c'est que les contrats sont peu compris des producteurs. Ça, c'est bien écrit là, dans la littérature. Et c'est souvent des termes de juristes ou c'est un peu compliqué là, pour des personnes qui n'ont pas nécessairement une formation de droit là, et donc pas facile pour les producteurs de bien comprendre leurs droits et leurs obligations dans ces contrats-là. Donc là, je viens de vous dire que la propriété des données, c'est très important. Et là, je viens vous dire dans cette diapo-là que finalement, c'est peut-être un faux enjeu. Parce qu'on retrouve aussi dans la littérature en économie du droit des experts des questions juridiques dans le secteur des technologies numériques qui disent que l'enjeu, la meilleure façon d'encadrer les nouvelles technologies est de réglementer l'interaction humaine, l'utilisation de la technologie plutôt que la technologie elle-même, donc plutôt que la donnée elle-même. Et donc, l'enjeu de la propriété des données ne serait pas un enjeu si prioritaire que ça. Plutôt que de chercher la clarté dans la loi, en ce qui concerne la propriété des données, puis on voit qu'il n'y a pas trop de clarté pour le moment, au niveau de la donnée brute en tout cas, c'est plutôt la manière dont les agriculteurs, les agrégateurs de données vont collecter puis vont gérer la donnée qui doit devenir plus transparente et digne de confiance. Donc, ça va être plutôt basé sur une éthique des données. Est-ce que je ne me positionne pas pour le moment? Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter avec les questions. Est-ce que la propriété des données, c'est un faux enjeu ou pas? Mais il est certain que ce qui embête beaucoup les producteurs, c'est la transparence. Qu'est-ce qui se passe avec leurs données une fois qu'elles sont récoltées par des agrégateurs? Et ça, dans la littérature, j'ai relevé des études en Australie. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là. En Europe et aux États-Unis, c'est vraiment les trois pôles où on voit beaucoup de recherches qui se fait sur ces questions-là. Les suspicions des producteurs viendraient surtout de l'opacité sur l'utilisation des données. Et jusqu'où peuvent aller les données et qui va les contrôler? Ce sont ces questions-là qui sont les plus importantes pour les producteurs et avec raison. Je ne dis pas que la propriété n'est pas importante, mais pour le moment, on n'est pas encore, il n'y a pas de cadre comme je le disais, qui encadre la donnée brute. Donc, peut-être que pour le moment, c'est vraiment plus au niveau de l'éthique des données qu'on doit se rabattre. La confidentialité des données, vu qu'il n'y a pas de cadre, ben, les politiques de confidentialité vont être insérées dans les contrats avec les producteurs. Encore une fois, contrat très important. Et même si les politiques de confidentialité sont béton, il reste que toujours des risques de failles, de brèches au niveau de la sécurité. Donc, la sécurité fait aussi partie des conditions éthiques d'un bon partage des données.
Et on voit que la sécurité des données, bien, au Québec, on y a goûté là, dernièrement, dans les dernières années. Il y a eu beaucoup d'attaques, de cyberattaques dans le secteur agricole, alimentaire, la coopérative Nutrinor en 2018. Et là, je vais aller voir là, dans les découpures de journaux, là, Olimel en 2020, Groupe Solio en 2020, CDPQ en 2021, l'UPA là, tout récemment cet été. Donc, la sécurité, quand même, c'est un enjeu. Tout le monde est à risque, en fait. S'assurer de la sécurité des données, là, c'est tout un enjeu. Les fermes, maintenant, est-ce que les fermes peuvent être victimes de cyberattaques? A priori, les données de production ne présentent pas de risque, de fort risque élevé de vol, en tout cas d'identité, comme les données personnelles. Mais il reste que dans le secteur agricole, la particularité, c'est qu'on fait affaire souvent avec des fermes familiales. Et donc, les données personnelles, ou en tout cas où on peut retracer l'identité du producteur, elles sont beaucoup liées à ces données de production. Donc, parfois, là, il y a une ligne mince entre la donnée personnelle et la donnée de production de ferme familiale. On peut aussi, je ne suis pas au courant qu'il y a eu des cas de cyberattaques de fermes au Québec. Peut-être que certains qui nous écoutent ou dans la salle en ont eu vent, mais j'ai repris un exemple fictif de Radio-Canada qui disait que, par exemple, un producteur de volailles qui est beaucoup axé sur des outils numériques pour faire fonctionner sa ferme pourrait recevoir un appel ou un message en plein mois de janvier disant que, il fait moins 25 dehors, si tu ne me donnes pas une rançon, j'arrête le fonctionnement de tes poulaillers du chauffage. Bon, est-ce que c'est trop fictif? Est-ce que ça pourrait vraiment arriver? Bon, c'est des possibilités. Il y a aussi la possibilité que des gens aillent mettre des fausses informations dans des banques de données de producteurs sur la salubrité des produits, par exemple. Et là, il y aurait peut-être une perte de réputation au niveau d'une industrie, perte de confiance du consommateur, etc. Donc, c'est tous des risques potentiels au niveau de la sécurité. L'autre enjeu, c'est l'autonomie des producteurs dans tout ça. Un risque de dépendance envers le secteur de l'agritech qui fournit les technologies numériques. Dans la littérature économique, comment on le présente là, du point de vue des économistes, c'est vraiment le numérique est là pour donner des meilleures prescriptions et souvent, ça passe par une diminution des applications, par exemple. Et donc là, on est comme un peu en conflit d'intérêts quand on est un fournisseur de technologie, c'est-à-dire que surtout et qu'on vend le produit, donc on va donner une prescription au producteur qui réduit ses applications, donc risque de perte de revenus. Et donc, théoriquement, il y a une incitation à la discrimination par les prix selon le producteur pour ne pas avoir une trop grande perte de revenus. Est-ce que ça se fait vraiment dans les champs? Je ne sais pas, mais d'un point de vue théorique, c'est une possibilité. Une des solutions, ça serait d'augmenter un peu la concurrence et que les producteurs signent des contrats avec plus d'un fournisseur pour stimuler cette concurrence-là entre agritech, mais dans le secteur agricole particulièrement, il a été trouvé que les producteurs sont très fidèles à leurs fournisseurs. Donc, est-ce que c'est une vraie fausse solution ou fausse vraie solution? L'autre enjeu que je vois par rapport à l'autonomie des producteurs, c'est l'inaccessibilité aux données brutes. Je le disais un petit peu avant, en théorie, le producteur, il devrait avoir accès à sa donnée brute. C'est une donnée qui appartient à personne. En pratique, elle peut être difficile à extraire, elle peut être dans des formats difficiles à extraire. Elle peut prendre tellement de temps à extraire et à utiliser que finalement, ça constitue une forme de barrière à l'utilisation. Donc là, il y a un enjeu là, parce que si le producteur veut changer de fournisseur, est-ce qu'il peut ramener ses données avec lui? Et les données qui sont stockées pas nécessairement chez lui, qui sont stockées chez son fournisseur. Si le producteur ne peut pas partager ses données avec qui il le souhaite, avec son conseiller dépendant, bien évidemment, il y a des questions là, de concurrence et d'indépendance qui sont soulevées. Et d'un point de vue plus global, il y a des enjeux liés à la concentration des données dans les mains de quelques joueurs seulement. Et là, on parle de multinationales, de gros joueurs à l'échelle nord-américaine, internationale. Comme c'est un secteur, l'agritech, qui est basé sur la donnée pour investir et pour croître, évidemment, la donnée doit être accessible. Et donc, si cette donnée-là n'est pas accessible, du moins la donnée brute, c'est difficile pour les nouveaux entrants, les startups, d'avoir une masse critique de données, d'avoir des big data pour pouvoir entrer sur le marché. Donc, ça constitue une forme de barrière à l'entrée. Il faut que la donnée brute soit facilement accessible. Il y a aussi dans la littérature des chercheurs qui ont vu qu'il pourrait, ce n'est pas encore arrivé ou prouvé, mais il y a des
des grosses firmes internationales d'agritech qui ont tellement de données en temps réel sur l'évolution de la productivité dans les champs, de ce qui a été semé, qui ont une très bonne idée d'en fait de à quoi va avoir l'air la récolte à la fin à l'automne, et donc ils pourraient spéculer ou manipuler les marchés à terme, par exemple. Quelques mots sur la perception des producteurs. Donc, je vous montre des chiffres là, qui ont été récoltés dans un rapport Cyrano qui date de 2020, mais on a collecté les données en 2019. C'est un rapport Cyrano sur vraiment un portrait général du numérique en agriculture, et on avait sondé des producteurs laitiers en serre et producteurs de grains. Là, je vous présente seulement pour les producteurs laitiers. Là, on avait posé une question très spécifique. On leur demandait s'ils avaient des craintes concernant la confidentialité des données numériques. Et on voit que si on enlève l'âge, parce que là, je vous présente selon l'âge, il y avait quand même 50% environ des producteurs qui étaient inquiets par rapport à la confidentialité des données. Et quand on mettait l'âge dans les données, qu'on regardait selon l'âge, on voyait que les jeunes producteurs étaient beaucoup moins craintifs par rapport à la confidentialité des données que les producteurs plus vieux. Est-ce que c'est parce que les jeunes ont l'habitude de signer? Ils savent que la confidentialité, est-ce qu'ils font trop confiance ou est-ce qu'ils sont habitués? Est-ce que les plus vieux sont plus sages, ils font moins confiance? On ne sait pas, les données ne permettent pas de le voir, mais quand même, c'est assez intéressant de voir ces résultats-là. L'autre résultat que je vous présente, là, on a vraiment les résultats pour les 3 secteurs de production, lait, grains et les producteurs en serre. On leur demandait s'ils voyaient une perte d'indépendance en tant que producteurs agricoles face aux fournisseurs de technologie. Le non est en vert. Donc, on voit qu'il y a quand même la moitié des producteurs agricoles qui ne voient pas d'enjeu à ce niveau-là. Et le oui est en rouge. On voit que les producteurs laitiers, c'est 51% oui, producteurs de grains, 46%. Et les producteurs de serre, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, en fait. C'est la pointe de tarte en jaune, là. Il y en a plusieurs qui ne savent pas s'il y a une perte d'indépendance ou pas. Et 36% qui disent que oui, ils voient une forme de perte d'indépendance en tant que producteur. Et ça, c'est pas les résultats que je vous montre là, ce n'est pas un projet Cyrano, c'est plutôt le Financement Agriculture Canada qui a fait un gros sondage en 2018 auprès de 2001 membres à travers le Canada, des membres producteurs. Et on leur posait, en fait, les résultats de ce sondage-là, donc je ne connais pas la méthodologie, donc je vous les donne telles que telles, mais je trouve ça quand même intéressant. 7 répondants sur 10 accordent de l'importance à la façon dont leurs données sont utilisées, mais seulement 1 répondant sur 4 comprenait à qui elles appartenaient, comme bon nombre d'organisations ne leur demandent pas leur approbation. Donc, moi, ce que ça me montre, ces chiffres-là, c'est qu'il y a un réel enjeu, là. Les producteurs, ils ont parfois des craintes, ils ne savent pas trop. Il y a un grand flou qui entoure l'éthique des données, la confidentialité. Qu'est-ce qu'on fait avec leurs données une fois qu'ils ont été récoltés? Donc, c'est des enjeux réels. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, j'entre dans la partie finale de mon exposé qui porte sur les initiatives organisationnelles et institutionnelles pour répondre à ces enjeux-là. Il y a beaucoup de ce que je vous présente maintenant qui sont tirés des 2 rapports Cyrano dont je vous parlais, qui ont été publiés en 2020. Alors, on a vu que en faisant ces travaux-là, j'ai vu que dans plusieurs pays, il y a beaucoup de chartes qui ont été mises en place, des certifications, des labels pour s'assurer d'une certaine éthique des données. On voit surtout ça aux États-Unis, en Europe et en Océanie. Pour le moment, au Canada, je n'ai pas vu de ce type d'initiative organisationnelle-là. Aux États-Unis, par exemple, là, je vous en donne juste 2 exemples, là, mais il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez aller voir dans les rapports. Aux États-Unis, il y a la charte qui s'appelle Privacy and Security Principles for Farm Data, qui a été mise en place et qui a été menée là, par un syndicat de producteurs très important là-bas. Et quelques années plus tard, il y a un avocat qui a décidé de faire une certification à partir de cette charte-là. Donc, c'est différents principes que les fournisseurs d'agritech doivent respecter, donc au niveau de la confidentialité, de la sécurité des données, du partage, au niveau de tous ces enjeux-là. Et là, Ag Data Transparent, qui est le label, en fait, le sceau, c'est une firme d'avocats indépendants qui regarde si la firme respecte toute cette charte-là et si oui, elle a droit à son sceau Ag Data Transparent. C'est un service qui est offert au niveau nord-américain. Je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il y a 3 entreprises canadiennes qui ont le sceau Ag Data Transparent, mais c'est une certification qui ne dure qu'1 an, donc tout le temps renouvelable.
Donc, à chaque année, il y a des audits pour voir est-ce que la firme respecte encore la charte. En France, il y a la charte, une charte et un label, Data Agri, qu'on appelle, un peu sur le même modèle qu'AgData. Et encore une fois, il y a un audit externe qui est fait par une firme d'avocats. Et là, la certification est bonne, le label est bon pour 3 ans. Ici, juste rapidement, sur quoi sont basées ces chartes et ces labels-là? Ça, c'est AgriData en France. On s'assure de la maîtrise de l'usage par l'agriculteur de ses propres données. Donc, des consentements préalables à tout usage par un tiers, des consentements choisis et révocables, un droit de résiliation, consentement explicite à tout traitement et un droit exclusif de l'agriculteur. Donc, quand même, ça protège l'agriculteur au niveau de l'usage. La sécurité, donc, on s'assurer de la confidentialité des données, de l'anonymisation des données, que les données sont utilisées à des usages légaux également. On s'assure aussi dans cette charte-là une lisibilité pour l'agriculteur, donc nécessité d'un contrat écrit entre le producteur et le fournisseur d'agritech, une information claire et intelligible pour le producteur qui ne sont pas des avocats et moi non plus, j'en suis pas une, donc que ça soit clair, de la transparence. Donc, un stockage identifié transparent, la transparence des finalités, vos données, je les utilise pour ça. Est-ce que je les utilise pour autre chose? Pas supposé, à moins d'avoir le consentement du producteur, etc. Donc, c'est vraiment des chartes qui sont basées là-dessus avec des labels, des certifications. Il y a aussi des codes de bonnes pratiques qui peuvent être mis en place. J'en cite 2 ici. Il y en a un en Nouvelle-Zélande et il y en a un au niveau européen. Donc, c'est un peu comme des chartes, c'est des codes de bonnes pratiques sur comment devrait se faire le partage des données au niveau de la confidentialité, de la sécurité, etc. J'ai relevé aussi, dans la littérature, il y a des avantages et des faiblesses à utiliser les codes de bonnes pratiques. C'est sûr qu'au niveau des avantages, ça sensibilise. Ça sensibilise les producteurs aux enjeux qui sont abordés dans la charte, parce que ce que je vous raconte là comme enjeu, il y a bien des gens en fait qui ne savent même pas que c'est des enjeux comme tels là, et que ça pourrait jouer contre eux. Mais il y a beaucoup de faiblesses, malheureusement. Il n'y a pas de valeur de loi de ces chartes-là, de ces codes de bonne pratique-là comme tels. L'engagement est volontaire, donc pas de coercition aucune. Il n'y a pas de certification ni de label, comme dans le cas de l'exemple que je vous ai donné avant. Et ça donne aussi l'impression qu'on a réglé le problème. En fait, le problème n'est pas vraiment réglé. Ça reste quand même des codes de bonne pratique là, volontaires. Et certains défis quand on veut mettre en place ce type de code de bonne pratique-là, parfois ça fonctionne bien, parfois ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne surtout bien quand que les résultats sont faits, quand que les chartes sont faits en co-construction, quand les codes de bonne conduite sont faits en co-construction parmi les différents acteurs là, impliqués. Les plateformes de partage de données maintenant. Il y a plusieurs plateformes qui existent et à divers niveaux, ça peut être du partage seulement au niveau d'une chaîne particulière, au niveau d'un secteur, un sous-secteur et des plateformes, il y en existe un peu partout dans le monde. Encore une fois, au Canada, je ne suis pas au courant qu'il y en ait beaucoup dans le secteur agricole. En tout cas, il y a 2 ans, quand on a fait la revue littérature, on n'a pas vu qu'il y avait des plateformes qui existaient au Canada, au niveau sectoriel du moins, mais il y a des plateformes de partage des données, on en retrouve en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, parfois sous forme de coopératives, plusieurs aux États-Unis, en Allemagne. Et donc, en gros, ces plateformes de partage-là, ce qu'ils visent, c'est un partage plus efficace, plus efficient de la donnée entre les différents acteurs, que ce soit pour des raisons plus agribusiness, mais ça peut être aussi pour des raisons plus de recherche. Donc, vous voyez ici là, la belle pelote de laine qu'on avait avant et ensuite à droite, quand on a un portail de données avec un genre de guichet unique de données. Et là, chaque acteur peut dire, moi, je veux partager mes données, mais avec tel ou tel autre acteur et je veux qu'elle soit dans tel format, anonymisé, etc. Et je veux que telle sécurité soit respectée. Toutes ces modalités-là peuvent être faites là, dans le cas d'un portail de données. Donc, ça, c'est l'exemple d'AgriRouter, qui est un exemple allemand. Mais en gros, peut-être que ce tableau-là va vous parler. J'ai mis là, tout en haut, on a les différents types de portails de données dans différents pays. Là, on a Joint Data aux Pays-Bas, AgriRouter en Allemagne, ADC aux États-Unis, OADA aussi aux États-Unis, Apiagro en France, FarmMobile aux États-Unis. Et dans la colonne, ici, la première colonne à gauche, on voit là, les catégories d'éléments. La forme juridique peut être différente d'un portail à un autre. La finalité première, j'ai encadré innovation recherche parce que c'est surtout des personnes qui écoutent en ce moment qui sont dans ce secteur-là, mais il y a beaucoup de portails, on voit là, qui sont faits
pour l'innovation, pour la recherche. Les types de données qui sont transigées, ça peut être des données que valorisées, ça peut être des données brutes et valorisées. Les parties prenantes, il peut y avoir plus ou moins de gens là, impliqués dans ces portails-là, mais c'est sûr qu'au niveau de l'innovation, les universités vont être présentes très souvent, les chercheurs, le secteur aussi gouvernemental, les agences gouvernementales, et parfois, c'est des portails strictement plus commerciaux, et donc ça va être plutôt des producteurs, des détaillants, des éditeurs de logiciels, etc. Et la gouvernance peut être aussi différente, des comités consultatifs, des équipes de direction, des conseils d'administration. Donc, tout dépendant des besoins qu'on a, différentes modalités peuvent être mises en place. Et je vous invite vraiment à consulter l'étude comme telle, parce que là, moi, j'ai pris une partie du tableau, je ne pouvais pas tout mettre là, dans un PowerPoint. J'ai mis les éléments qui semblaient qui pouvaient peut-être plus vous intéresser, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce rapport-là. Et aussi, dans le rapport Cyrano numérique lié au secteur laitier, on a aussi regardé, si on veut mettre en place une plateforme de données de partage, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus qui est très complexe, qui est très long. On parle de 3, 4, 5 ans. Peut-être que ça s'est rétréci depuis, là, mais les plateformes de données qu'on a vues ailleurs en Europe, là, ça a pris 3, 4, 5 ans avant de vraiment se mettre en place. Ça commence tout petit au début, entre quelques acteurs, et ça finit par prendre plus d'expansion. C'est un investissement quand même important en ressources humaines et financières. Il y a plusieurs enjeux qui doivent être pris en compte quand on met en place un portail, la gouvernance du portail, la sécurité, la transparence, le consentement des producteurs, la monétisation des données ou non. Quand on parle de sécurité, de plus en plus les portails, en fait, ça va être ça ne sera pas du stockage. Donc, il n'y aura pas de cloud comme tel, parce que là, il y a des enjeux de sécurité quand même assez importants. On parle plutôt de téléchargement en temps réel des données. Donc, pas besoin de stockage qui réduit les risques de failles au niveau de la sécurité. Différents choix de plateformes possibles au niveau des caractéristiques, des fonctionnalités, comme je le disais, tout dépendant des objectifs qui sont poursuivis. Le mode d'accès aux données peut être différent. Les termes des licences associés à la réutilisation des données également. Il y a certains portails qui rémunèrent les producteurs, donc une monétisation des données, d'autres non. Et parfois, il y a aussi un coût d'accès. Je pense qu'au final, c'est la première chose, c'est vraiment, avant d'établir une plateforme de données, c'est vraiment de savoir clairement qu'est-ce qu'on attend de cette plateforme-là, quels sont les objectifs visés, parce que c'est beaucoup d'énergie, puis il ne faut pas aller n'importe où avec ça. Une autre initiative, rapidement, je me suis dit, il y a des chercheurs beaucoup qui écoutent, une initiative française pour stimuler la recherche sur le développement durable, qui s'appelle Smart Cow. C'est français, mais en fait, c'est européen. C'est juste que c'est l'INRAE qui gère, qui va coordonner. C'est un projet qui vise à mettre en réseau les infrastructures de recherche européennes pour aider le secteur de l'élevage bovin laitier à répondre aux enjeux d'une production durable. Donc, beaucoup de données entre institutions de recherche qui sont transmises, qui sont partagées là-dedans, donc 9 pays européens. Donc, c'est éventuellement pour ceux qui s'intéresseraient à ce type d'initiative-là, ça existe. C'est juste pour dire que ça existait. Et ici, une autre initiative, et je termine avec ça, c'est une initiative plus législative, celle-là, et c'est aux États-Unis. C'est une loi qui a été votée en 2018, la US Agriculture Data Act. C'est une loi qui permet au département agricole là-bas, en fait au ministère de l'Agriculture américain, de recueillir, examiner, analyser et diffuser certaines données sur l'impact des pratiques de conservation, sur la rentabilité des exploitations agricoles, y compris sur le rendement des cultures, la santé des sols, d'autres facteurs de réduction de risque. C'est un projet de loi qui exige du USDA qui établisse une base de données sur la conservation, la productivité agricole et de mettre ces résultats-là à la disposition des institutions universitaires et chercheurs. Ils sont passés par une loi, un bill, pour obliger et aussi donner les moyens de sécuriser, de faire le tout avec une bonne éthique des données. Donc, parce que probablement qu'ils trouvaient que c'était un enjeu quand même très important et que là, il fallait transcender des barrières. Et là, on est allé vers une loi aux États-Unis. Donc, j'avais beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui. J'aurais pu vous en donner encore pendant des heures. En fait, il a fallu que je coupe, mais on va s'en tenir à ça pour le moment.